Nouveau numéro de 100% Bénin sur Sika, bienvenue à tous. La liste des maires démis de leur mandat depuis l'avènement du président Patrice Talon au Bénin ne cesse de s'allonger. Si le dernier cas en date, celui de Léadi Soglo, désormais ancien maire de la ville de Cotonou, a fortement entretenu, à tort ou à raison, la thèse de l'acharnement, il vient surtout confirmer une liste noire publiée quelques mois plus tôt par le tabloïd béninois Matin Libre. À la une de sa parution du lundi 5 septembre 2016, le journal avait publié une liste de six maires dont les têtes seraient mises à prix. Moins d'un an plus tard, 4 de ces 6 têtes sont tombées. Doit-on encore douter des motivations politiques que cachent ces destitutions en cascade? La discussion se fera. Un second sujet dans cette émission, les différents chantiers de développement annoncés par le président Patrice Talon dans son discours à la nation à l'occasion de la fête nationale le 1er août dernier. Doit-on croire que l'exécution du programme d'action du gouvernement va enfin atteindre la vitesse de croisière? Mesdames, Messieurs, nous sommes lundi 7 août de l'an 2017. On revient juste après ceci pour le débat. Nos débatteurs sont déjà en plateau. Félicien Fagnon, journaliste et responsable des enquêtes et dossiers à la rédaction du quotidien béninois d'information et d'analyse, le Matinal. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Emmanuel. Jacques Bocor, journaliste, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse, Matin Libre. Bonjour Jacques. Bonjour. Et merci d'être sur ce plateau de 100% Bénin. Bonjour Emmanuel, bonjour téléspectateurs. Alors je reste avec vous Jacques Bocor, puisque c'est votre journal qui a fait le travail. Le 5 septembre 2016, vous avez publié une liste des maires dans le viseur de la rupture. 16 au total, dont 6 étaient plus en vue. Sur ces 6, 4 ont déjà perdu leur fauteuil. On peut donc dire que l'histoire donne raison à Matin Libre. Absolument, absolument, puisque nous avions fait un rétro, nous avons fait un bond dans le passé pour nous interroger sur cette liste de maires à l'époque. Sinon, au total, c'était 16 mairies qui étaient en mouvement en septembre dernier. Il se fait que parmi les 16, il y avait 6, comme vous l'avez souligné, dont les agitations devenaient trop, c'était répété. Et au niveau de ces 6 mairies, c'est-à-dire la mairie d'Alada, la mairie de Parakou, celle de Cotonou, nous avons également celle de Ouida, Yaboycon et d'Assazomé. Il se fait que selon le cours des événements, il y a 2 maires qui, pratiquement aujourd'hui, chantent l'hymne de la rupture. Je vais nommer les maires de Boycon et celui de Dassazomé, qui dansent même pratiquement avec des ministres de la République. Donc, vous voyez, quand vous prenez Mathias Digla d'Alada, il est parti, c'est venu à Djovi, on a fini par avoir sa tête, Léadi Soglo. Il y a le maire Souradiou de Parakou. Voilà donc le point que nous avons fait à notre niveau. Et comme vous l'avez dit, l'histoire nous donne raison aujourd'hui que, en fait, ces agitations qu'il y avait dans le temps, puisque ça s'est pratiquement estompé aujourd'hui, ces agitations qu'il y avait dans le temps, c'était beaucoup plus politique. Et surtout, n'oubliez pas l'époque, c'était septembre 2016, vous l'avez dit, le chef de l'État était en plein dans la préparation du projet de révision de la Constitution. Voilà. Alors, selon vous, la politique était la motivation principale de ces agitations. Absolument. Contrairement à ce qu'on voulait faire croire, le contrôle de gestion de ces différentes communes. Oui, la politique était beaucoup plus sous-jacente parce que, d'abord, quand vous prenez l'histoire des différentes mairies, vous constatez que c'est les mêmes récriminations qu'on fait aux maires, gestion opaque, gestion solitaire. Alors qu'il y a quelques mois seulement, c'est-à-dire jusqu'en février 2016, en pleine, disons, campagne électorale, tout allait bien.
sous l'ancien régime. Mais il s'est fait que du passage d'un régime à un autre, la tempête a commencé. Il fallait quand même s'interroger. Il y a même qu'au niveau des conseils, de certains conseils communaux, où il y a la majorité écrasante, des maires ont la majorité écrasante, et pourtant, il y a de ces soubresauts qu'on a constatés. Donc, on ne devait pas tourner autour du pot pour affirmer que la politique était derrière et que, pour être plus direct, le pouvoir avait la main derrière tout ça. Voilà. Alors, Félicien Fayon, 4 de ces 6 maires listés par Matin Libre comme étant dans les viseurs du gouvernement de la rupture, il y a un peu moins d'un an, ont perdu leur fauteuil. Donc, il serait aujourd'hui difficile, voire impossible, d'écarter la thèse politique comme étant la motivation principale, parce qu'il y a encore quelques mois, les partisans du régime en place ne voudraient pas accepter cette thèse de la politique. On parlait de contrôle de gestion au niveau de ces différentes communes. Oui, je voudrais d'abord commencer par saluer la qualité du travail fait par le quotidien Matin Libre, le professionnalisme des journalistes que je connais pour la plupart, et avec qui j'ai travaillé d'ailleurs. Ils ont fait un travail de qualité et l'histoire leur donne raison aujourd'hui. C'est ça en réalité le journalisme, et je voudrais vraiment les saluer, les féliciter. Par rapport à votre question, je pense que ce soit destitution, suspension ou révocation, on ne peut pas évoquer, on ne peut pas ne pas évoquer la thèse la thèse de la politique. D'accord, il y a forcément une main politique derrière ça. Il n'y a rien à dire d'ailleurs. On ne peut pas dire que la suspension a été technique, qu'il y a raison technique. Non, non. Tout est purement politique. C'est même à 100% politique. Seulement que la politique n'aurait pas pu influencer cette destitution si le maire n'en avait pas donné l'occasion à travers donc les faits qu'on lui reproche, c'est-à-dire la mauvaise gestion, la vente de domaines et tout ce dont il s'agit. Et j'ai suivi tout à l'heure Jacques qui expliquait que tout allait bien jusqu'en février 2016 et que c'est après le changement du régime que bon, les gens commençaient pas à constater des fautes. Vous savez que les maires dont on parle ont été élus en 2015, ils sont arrivés au pouvoir en 2015, et le régime qui était là était dans les préparatifs des élections législatives, parce que il y avait ça dans la même année, et juste après les législatives, il y avait les élections présidentielles. Le régime qui était là voulait se faire maintenir au pouvoir, et donc n'avait pas le temps de contrôler la gestion des maires. À l'époque, donc la première année, c'est-à-dire en 2015, ce régime n'avait pas le temps. Ça a été une année électorale pratiquement. Alors à partir de 2016, de nouveau régime qui vient avec comme slogan la rupture, était donc obligé donc de rompre avec le passé et commencer par contrôler effectivement la gestion des maires. Et c'est comme ça que des conseillers eux-mêmes, c'est-à-dire c'est même pas le gouvernement, c'est des conseillers eux-mêmes qui ont commencé par dénoncer leurs maires. Ils ont commencé à se dénoncer entre eux. Et vous savez que même la suspension à laquelle on a assisté le mercredi dernier en Conseil des ministres n'a pas été sans la dénonciation des conseillers. C'est pour dire qu'il y a une main politique, et même les conseillers également sont des bords politiques, donc on ne peut pas nier la thèse politique. Tous les maires qui ont été destitués ont été dénoncés par leur père, c'est-à-dire par les conseillers de leur propre, parfois de leur propre parti politique, de leur propre couleur politique. C'est ceux-là qui les dénoncent, et c'est après ça que nous, on constate. Tous ceux qui ont été destitués n'ont pas été destitués par le gouvernement. Le gouvernement ne peut même pas destituer un maire. Donc, c'est les conseillers eux-mêmes qui destituent leur maire et qui se fondent donc sur certains faits qu'ils auraient constatés. Et depuis que nous sommes là, à part le maire de Bonou, aucun maire n'a saisi la cour et a eu raison pour revenir, donc reprendre son siège. Ça veut dire que tout ce qu'on leur reproche est vérifié. Si ce n'était pas vérifié, c'est sûr que les juridictions compétentes auraient déjà remis en cause ces décisions-là. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ces maires-là gèrent mal, parce que c'est tellement ils ne maîtrisent pas les tests. Mais quelque part, il y a ces ficelles qui sont tirées de derrière. Dans un passé récent, on parlait encore de main invisible, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de main invisible? Non, je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit une destitution ou bien une révocation, c'est politique, c'est clair. Chacun, on le fait pour avoir des intérêts. Si vous voyez parmi les conseillers frondeurs, souvent, c'est parmi eux qu'on désigne le nouveau maire. À Parakou, vous avez vu, c'est l'Alliance Soleil. C'est cette alliance-là qui avait tout le temps tiré donc, sur le maire qui était là, qui avait relevé les fautes qu'a commise ce maire. Et quand le maire est parti, c'est un conseiller de cette alliance qui a été élu maire. À Alada, ça a été la même chose. Et à Ouida, ça a été la même chose. C'est ceux qui
ont organisé la fronde, c'est eux qui prennent toujours. Ça veut dire quoi? C'est une guerre politique, c'est un combat politique. On le fait tomber et on prend sa place. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas aujourd'hui démontrer le contraire. Alors, Jacques Bokor, il y avait 6, donc le maire d'Igla d'Alada, le maire Souradjou de Parakou, le maire Léadi Soglo de Cotonou, Séverin Adjovi Ouida, Luc Atropo à Boycon et enfin Nikes Fayon de Dassa. Aujourd'hui, il reste 2 qui sont restés dans leur fauteuil, Nikes Fayon et le maire Atropo de Boycon. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'ils sont hors d'atteinte, hors de portée de ce vent de destitution qui souffle? Oui, pour l'instant, ils sont sous la bonne couverture, sous le bon parapluie, puisque vous avez suivi le cours des événements. Récemment, en tout cas dans la fièvre de la révision de la Constitution, le président de la République a reçu le maire Atropo au palais. En sa qualité de je ne sais quoi, je ne sais pas si c'est en sa qualité de président de l'ANCB ou bien de membre de la Renaissance du Bénin. Toujours est-il que le maire Atropo a été reçu seul au palais de la République, alors qu'il appartient à un parti politique. Nous avons le maire Nikes Fayon qui, également dans la foulée de la révision de la Constitution, qui n'a pas marché, a constitué un bloc avec des maires des collines et puis ceux de la partie septentrionale du pays. Et depuis un certain temps, vous le voyez souvent aux côtés du gouvernement, aux côtés des membres du gouvernement, et il n'hésite même pas à esquisser des pas de danse avec des ministres. Donc, et mieux, vous savez que le ministre Nikes Fayon, actuel maire de Dassa-Zomen, a géré la SONAPRA. On a fait des audits à la SONAPRA. Bien sûr. On n'a pas audité sa période. Donc, tout ça réuni, vous constatez aisément que il est bien protégé, il est bien gardé. Et puis, le maire Atropo également, dont le conseil communal a été très mouvementé. Depuis un certain temps, on constate une accalmie, à part peut-être 2 conseillers sur la pléthore que nous avons à la mairie de Boycon, qui tente de faire bouger les choses. Est-ce une façon de dire que ces 2 maires ont fait finalement allégeance au pouvoir de la rupture? Absolument, absolument. C'est un jeu politique. Et puis, si vous ne cédez pas, vous risquez de vous faire briser les côtes. Et je crois que certainement, ils ont vite compris. Ils ont rejoint la grande maison, rupture, et les choses semblent bien aller. Alors, les destitutions, suspensions, révocations, que sais-je encore, ne sont donc réservées qu'aux maires qui, politiquement, ne semblent pas politiquement compatibles avec ce régime. C'est ce qu'on est tenté de croire finalement. Absolument. Sinon, vous me donnez un exemple de maire qui a soutenu l'actuel chef de l'État au début et qui se sent, disons, menacé dans sa localité et que là, nous allons peut-être cesser tout de suite l'émission. Il n'y en a pas d'ailleurs. Donc, vous voyez que si on fait le point, il y a même des maires à qui on reproche d'une gestion, disons, scabreuse, mais on n'a pas osé envoyer une mission d'audit à leur trousse. Donc, quand vous mettez côte à côte tout ce que je viens de dire, on peut aisément dire que la politique a pris par là et lorsque vous ne cédez pas, alors on vous force à céder. Alors, Félicien Fayon, le contrôle de gestion de ces différents maires tel que ça se passe actuellement, ne laisse-t-il pas définitivement un arrière-goût d'une justice à 2 vitesses? Bon, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, que tout ce qui se passe, c'est de la politique. Toutefois, il faut faire remarquer que, tel que M. Jacques Bokor l'a expliqué tout à l'heure, ce n'est pas que quelqu'un reste à la présidence de la République ou bien quelqu'un reste dans le camp du chef de l'État, dans le camp politique du chef de l'État, pour décider donc du sort des maires. Ce n'est pas forcément ça. C'est de la politique. Et j'ai expliqué que c'est 2 types de politique. D'abord, c'est les conseillers eux-mêmes. S'ils voient que le maire qui est là n'est plus de leur bord politique, qui n'est pas de leur bord politique, bien sûr, gère mal. Vous savez que dans les conseils communaux et municipaux, les maires ou bien les conseillers, enfin, entre eux, ne parlent pas forcément un même langage. Et donc, quelle que soit la couleur politique de ce maire qui est là, si les gens estiment qu'il gère mal, ils le dénoncent. Ils le dénoncent et cette dénonciation peut aboutir à une décision sans même qu'il y ait la main du pouvoir.
Est-ce que vous voyez un peu ce que vous n'y voyez pas la main du pouvoir? J'ai dit, non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas la main du pouvoir. La preuve est que la suspension intervenue au niveau de la mairie de Cotonou, c'est le pouvoir qui l'a fait. Mais sur dénonciation de certains conseillers anti, donc Léani, je dis anti-Léani parce qu'ils ne sont pas de sa couleur politique, ils ne sont même pas enfin, ils ne sont pas avec lui. C'est eux qui ont dénoncé et le gouvernement s'est basé sur ça, le préfet bien sûr s'est basé sur ça pour constater effectivement, après donc des audits, qui ont révélé effectivement que ce que les maires, les conseillers ont dénoncé. Oui, mais en même temps, les dénonciations de ces conseillers, des conseillers dans les conseils communaux n'ont pas démarré à l'ère de la rupture. Il y avait toujours eu des dénonciations au niveau de ces conseils municipaux. C'est qu'il faut saluer l'acte du gouvernement actuel. Je le dis parce que le gouvernement n'a pas agi sans se référer à la loi. La loi a prévu depuis 1999 que lorsqu'un maire gère mal et que les conseillers dénoncent cela, l'autorité préfectorale constate et donc l'écoute, soit par écrit ou bien le reçoit enfin, par audition bien sûr, et organise audition ou bien et on lui demande donc de répondre par écrit. Après ça, le ministre le suspend. Le conseil des ministres peut décider donc de sa révocation au regard donc de la lourdeur des fautes qui sont commises. C'est depuis 1999 que les tests existent. Alors, avant, enfin, par le passé, ça ne s'appliquait pas. C'est-à-dire que les gens laissaient seulement les maires et c'est pour ça que les maires tablaient sur leur majorité et continuaient pas à piller l'économie locale au niveau donc, de ces mairies-là. Mais le gouvernement actuel a estimé qu'il ne faut pas continuer par laisser ces maires se baser donc sur leur majorité et piller l'économie locale. Et donc le gouvernement a mis en exécution ce que les textes sont prévus. Je voudrais qu'on salue ce acte du gouvernement qui a quand même volé au secours d'une minorité de conseillers qui dénoncent ce qu'on peut aujourd'hui croire comme étant une vérité. Il faut saluer la chose, mais au même moment, depuis des mois, 3 conseillers communaux de la ville de Boycon, je vais nommer Sylvestre Adonibo, Norbert Guédézoumé et Elisabeth Agbosaga, accusent le maire de Boycon, Luc Atopo, justement, devenu proche, et subitement proche du pouvoir de la rupture, de faire faux en écriture publique, mais la célérité avec laquelle on a écouté le maire de Cotonou n'est pas forcément au rendez-vous au niveau de la commune de Boycon. On va en parler. L'aspect politique, on va y aller tout à l'heure dans les détails, si vous voulez bien. Allons en même temps dans les détails. D'accord. Quand vous prenez le cas de Boycon, par exemple, le tout ne suffit pas de dénoncer, d'aller devant la presse pour dénoncer. Les conseillers de Cotonou qui ont dénoncé, non seulement ils sont allés devant la presse parler, dénoncer publiquement, mais ils ont saisi le préfet. Ils ont saisi le préfet, pas écrit, ils ont tous signé. Et ils ont envoyé les preuves au préfet de ce qu'ils affirment dans leur courrier, des accusations qu'ils portent contre le maire. Ils ont envoyé toutes les preuves. Et c'est à bas de ça que le préfet a certainement saisi son autorité de tutelle, qui est le ministre de la décentralisation. L'autre, certainement, a informé le gouvernement qui a envoyé une mission d'audit. La mission d'audit a séjourné à la mairie pour aller d'abord vérifier, parce qu'il ne faut pas se baser seulement sur ce que les gens ont dit. Il faut aller vérifier et constater effectivement que ce que les conseils dénoncent est vrai. Et c'est après ça maintenant que la procédure de suspension est enclenchée à travers l'audition, ainsi de suite. Donc, si les gens se cachent derrière seulement les médias pour dénoncer et ils ne veulent pas lire les textes pour savoir qu'il faut d'abord saisir l'autorité préfectorale, le préfet ne peut pas se lever parce qu'il a suivi des conseillers à la télévision pour aller commencer par dire, bon, monsieur le maire, on va vous auditionner, ou bien non, c'est pas possible. Oui, mais justement, pourquoi une mission d'audit pour aller contrôler ce que dénoncent ces conseillers? Non, les conseillers, s'ils vous en veulent, peuvent mentir sur votre compte. C'est pour ça qu'il faut forcément une mission d'audit d'un cabinet crédible pour aller effectivement vérifier si ce que les conseillers disent est vrai. C'est normal. D'où la question, pourquoi cette mission d'audit tarde à aller dans la commune de Boycon? Je vous ai dit tout à l'heure que le tout ne suffit pas de dénoncer, mais il faut écrire, il faut saisir l'autorité. Parce qu'il ne faut pas aller seulement à la télévision parler et le préfet va se lever pour dire, bon, ok, on n'a qu'à se baser sur ça. Monsieur Toboula à Cotonou Monsieur Toboula, si vous en avez les preuves, il faut les sortir. Monsieur Toboula a été saisi par 19 conseillers municipaux de la ville de Cotonou, pas écrit depuis mai dernier. Ça veut dire que les gens ont eu le temps. Et bien avant le mois de mai, il y a eu des audits qui étaient déjà en cours. Maintenant, après donc, que le préfet soit saisi, ils ont envoyé le cabinet de Deloitte pour aller vérifier, pour constater effectivement que ce que les conseillers disent est vrai. Et c'est après ça que la procédure a été enclenchée. Donc ce n'est pas que les gens se sont levés pour agir. Je parlais tout à l'heure de monsieur de Jacques Bocor qui tentait de faire croire que lorsqu'un maire ne soutient pas le pouvoir, c'est que d'office, il est destitué ou suspendu. Hein? Vous savez, si le maire ne soutient pas le pouvoir et qu'il gère bien, où est le problème? On ne va pas le destituer, on ne va pas le suspendre. Et la destitution à la base n'est pas faite par le gouvernement. C'est la suspension seulement qui est faite par le gouvernement.
le gouvernement peut suspendre, mais ne peut pas destituer. La destitution, c'est les conseillers eux-mêmes qui peuvent le faire. Et donc, on ne peut pas imputer la destitution au pouvoir. À mon avis, on ne peut pas faire cette lecture, on ne peut pas imputer la destitution au pouvoir en place, au régime en place. Surtout que le régime en place n'a pas encore de conseillers. Vous savez, le régime en place n'a pas un pouvoir, n'a pas un parti politique ou bien une alliance de partis qui regroupe donc des conseillers qui sont au niveau des conseillers municipaux et communaux pour le moment. Mais ils ont des soutiens à travers le PAG. C'est juste des soutiens à travers le PAG, mais il n'y a rien de formel en cela. Donc on ne peut pas se tabler sur ça pour dire que lorsqu'un maire ne parle pas le même langage, que le pouvoir, ce maire est destitué, soit suspendu. On ne peut pas le dire. Je prends l'exemple de Ouida. Très rapidement. À Ouida, par exemple, mais M. Séverin Adjovi, même si au départ n'était pas avec M. Patrice Talon, à un moment donné, pendant qu'il était encore déjà maire, a fait une déclaration de soutien, est intervenu pour soutenir le pouvoir en place. Le maire de Porto-Novo, M. Emmanuel Zossou, dont le parti de provenance est avec le pouvoir, a été secoué. Il a été convoqué devant la BEF. Et là encore, ce n'est même pas les conseillers qui l'ont dénoncé. Mais là, pourtant, il a été convoqué devant la BEF où il a séjourné pendant plus d'une journée, sinon pendant près de 2 jours, avant d'être libéré sous caution, payé après les 20 millions de francs CFA. Et pourtant, il parle le même langage que le pouvoir. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les maires qui ne parlent pas le même langage que le pouvoir qui sont inquiétés. Les gens sont suivis et lorsque quelqu'un gère mal, il est interpellé, c'est tout. Jacques Bocor. Oui, je voudrais dire à Félicien que le pouvoir, pourtant, sinon le gouvernement, pourtant, des députés à l'Assemblée nationale qui le soutiennent. Ils sont une 60aine, vous le savez bien. Pourtant, il n'y a pas de formation politique. Le gouvernement n'est pas venu avec ses députés. De même, je disais à l'entame qu'il y a quand même un collectif de maires qui rapidement s'est réuni à Dassa Zoumen pour faire une déclaration de soutien. Les tests et les documents existent. Ils ont signé, ils ont émargé. Donc, déjà, je peux lui dire que le gouvernement a bien sûr un lot de conseillers qui se sont levés, disons, spontanément pour le soutenir, mais il y a d'autres qu'on pousse au soutien. Et pour venir sur un aspect important, vous avez parlé du cas Boycon. Pour demander le vote de défiance d'un maire, qu'est-ce que les conseillers disent? Ils écrivent au préfet et ils donnent les motivations. Bien sûr. Mauvaise gestion, gestion opaque, mais ça suffit pour que le préfet aille auditer les mairies. Mais pourquoi ces préfets des autres départements ne se précipitent pas, comme vous le soulignez tantôt, pour aller vérifier si ce que dénoncent ces conseillers est vérifié ou vérifiable? Mais on procède au bout de 15 jours à la convocation de ces conseillers et puis on passe à la destitution. Si la décision ne marche pas, c'est qu'on vous suspend ou qu'on vous révoque. Non, donnez un cas où en 15 jours ça s'est passé. Donnez un seul exemple où en 15 Quand je jours, prends par exemple passé. le cas de Ouida, oui. D'abord je parle d'Alada qui est allé très vite, la destitution. La décision au niveau d'Alada est allée très vite. Au niveau de Parakou également, moi j'ai quand même suivi comment ça s'est passé là-bas. Et je sais comment des conseillers ont été, disons, séquestrés pour aller au vote. Est-ce que vous en avez vraiment les Non, preuves? mais Parce quand, que des conseillers qui ont été déplacés d'un endroit X à un endroit Y. Qu'on peut pas démontrer. Des conseillers qui ont été déplacés d'un endroit X à un endroit Y. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas le chef d'État qui a eu le fait. Non, je ne dis pas que c'est le chef de l'État. Je parle du gouvernement, je parle du pouvoir, je parle de la rupture. Et je vais revenir plus précisément sur le cas de Ouida. À Ouida, on a tenté pour la première fois, mais n'eût été, disons, la perspicacité ou la sagacité du maire Séverin Adjovi, les choses allaient lui échapper. Mais il a pu au moins déjouer le coup avec un seul conseiller. Une première fois. Une première fois. Mais la deuxième fois, vous avez vu, quand on a secoué, il a fini par céder. On a procédé à d'autres destitutions où on a saisi le préfet et le préfet accède, disons, à la saisine et convoque le corps des conseillers. Mais on ne va pas vérifier si effectivement ce qu'on reproche au maire est juste. On se base simplement sur les tests parce que les tests disent oui, quand la majorité des conseillers vous saisit, vous pouvez procéder à la convocation du corps municipal ou communal pour procéder au vote de défiance. Mais moi, j'aurais aimé, comme il le souligne, que sans qu'on ne saisisse ces préfets officiellement,
sans qu'on ne dise à ces préfets d'aller fouiller la gestion de ces maires, du moment où les gens viennent vous déposer un document et vous disent, oui, gestion opaque, gestion scabreuse, solitaire, tout ça, là, il faut vous intéresser à ces genres de documents. Donc, moi, je pense que, une fois encore, je confirme la thèse de ce qu'il y a une main politique derrière. Quand vous prenez la situation au niveau de Porto-Novo, vous avez vu comment on a géré ce dossier, même si ce n'est pas similaire avec celui de Cotonou. C'est quand même une faute lourde. Au niveau de Porto-Novo, qu'est-ce qui a fait la différence? Oui, moi je n'en sais rien, puisque c'est toujours une mission d'audit à la recette-perception. Et on a constaté que les décaissements qu'il y a eu, ce n'était pas ça. Il y a même des marchés qui ont été passés de façon fictive. Il n'y a pas de traçabilité. Mais on a quand même appris à travers la presse, sinon au niveau du tribunal, que le maire a déposé caution. Et on l'a relaxé. Donc, moi, je pense que du moment où on a eu ce vent de mauvaise gouvernance à la base, il faut que les préfectures également s'intéressent à cela, comme ça s'est passé au niveau de Cotonou. Et je voudrais même souligner au niveau de Cotonou que les tests n'ont pas été respectés à 100%. Non. Est-ce que le CDC, c'est le conseil départemental qui a connu de l'audition de Léadi Soglo, est-ce que ce n'est pas en violation des tests? Normalement, ce n'est pas le jour là où c'est séance tenante que le préfet devait sortir un questionnaire de la poche et dire « je veux administrer ça au maire ». Les tests n'ont pas dit ça. Et pourtant, on y est allé. On ne va pas revenir sur cette affaire de décision de révocation de Léadi et Soglo. Alors, Félicien Fayon, quand on voit de plus près les maires qui ont perdu leur fauteuil, on constate que ce sont des édiles de chef-lieu de département ou villes stratégiques de par leur position et leur densité qui n'ont pas soutenu ou encore fait allégeance au pouvoir de la rupture. C'est le constat qu'on fait quand on observe. Alors la question c'est pourquoi le pouvoir en place voudrait-il contrôler ces grandes villes? En avait-il besoin forcément pour dérouler son plan de développement? Bon, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous pensez que le pouvoir, c'est le pouvoir qui a fait destituer les maires et qui a pris le contrôle des mairies dont les maires ont été destitués. J'aurais voulu plutôt que nous saluions, d'accord, la démarche du gouvernement, surtout dans le cas de Cotonou, et saluer les conseils qui dénoncent jusqu'à renverser leur maire. C'est-à-dire que la démocratie est en marche. Il faut qu'on puisse le dire pour ne pas faire croire aux populations que les maires qui ont été destitués ont subi donc de l'acharnement et que les décisions n'ont pas été normales. Si nous le faisons, c'est comme si nous cautionnons la mauvaise gestion que font les maires à la tête de nos mairies. Il faut qu'on puisse quand même apporter les clarifications nécessaires aux populations. Ce n'est pas normal qu'un maire, lorsqu'il prend la tête, ça fait que lorsque quelqu'un prend la tête d'une mairie, devient très riche, devient plus riche qu'avant, et donc se mettre au-dessus des populations qui les a élus. Ce n'est pas normal. Et donc, il faut quand même les rappeler à l'ordre. Et c'est pour ça que le législateur a prévu que lorsqu'un maire gère mal et que c'est constaté, qu'il soit destitué ou suspendu. Donc, tout ce qui arrive n'est que des événements quand même normaux qu'il faut donc saluer. Il faut saluer donc les législateurs qui avaient prévu ça à l'époque. Et j'aurais même voulu que dans notre constitution, qu'on prévoit même que le chef d'État lui-même, quand il gère mal, qu'on le destitue ou bien qu'on le suspende. J'aurais vraiment voulu ça parce qu'on ne pouvait pas imaginer que le maire de Cotonou, par exemple, puisse un jour se voir donc ôté de ce siège-là, et définitivement, comme ça, on ne pouvait pas l'imaginer parce qu'il comptait sur sa majorité. Il faut saluer cette disposition-là de la loi que le gouvernement a mise en œuvre. Maintenant, quand vous parlez de contrôle des villes, tout ça, je ne vois pas l'intérêt maintenant. On peut en faire une lecture politique pour dire que tout régime en place, d'accord, aurait bien voulu contrôler les villes. Mais pour en faire quoi? C'est peut-être pour pouvoir y investir. Vous avez vu la résistance qu'a opposée M. Léadi Soglo, d'accord, aux investissements que le gouvernement a voulu faire dans la ville de Cotonou. Vous avez vu comment il s'est opposé à ça. Il a résisté contre ça, malgré que tout ce dont le gouvernement, les projets dont le gouvernement était porteur... Alors, pour investir dans ces villes, est-ce qu'on a besoin de les contrôler d'abord politiquement? Eh bien sûr, sinon le maire... Pour investir dans ces villes. Mais vous avez vu comment Léadi Soglo a résisté au pouvoir.
Vous avez vu comment il a résisté. Or, sans son accord, on ne pouvait pas forcer et venir investir dans la commune. Vous parlez de la résistance dans quel cas? Oui, lorsqu'il s'agissait de signer l'accord cadre entre les mairies du Grand Okoué, oui, du Grand Okoué et le gouvernement. Vous avez vu comment est-ce que le maire Léadi Soglou a estimé que certains projets n'étaient plus nécessaires, qu'on n'a qu'à le laisser lui faire, il n'a qu'à le laisser choisir les entreprises et ainsi de suite. Vous voyez, Léadi Soglou a finalement signé ce projet, cet accord cadre. Oui, je dis, il a finalement signé, mais il a d'abord opposé une résistance au pouvoir. Et il a montré, d'accord, à l'opinion publique que le pouvoir veut s'ingérer dans la gestion locale, d'accord, au niveau des communes. Il a d'abord fait cette démonstration et cette communication d'abord avant de signer. Donc, il a exposé négativement le gouvernement, alors que le gouvernement ne faisait que venir donc en aide aux communes. À partir de cet instant, le gouvernement ne peut pas ne pas vouloir avoir un contrôle, donc un œil sur la commune maintenant et venir y investir correctement. Alors, Jacques Bokor, sur cet aspect, je voudrais quand même opiner pour dire que, reconnaissons une chose, le gouvernement a péché au départ. Le gouvernement a péché au départ, mais a voulu se rattraper après. Dans l'élaboration du programme d'action du gouvernement, le gouvernement n'a pas associé véritablement les communes. C'est un programme qui a été concocté comme les programmes d'ajustement structurel ou les projets de développement qu'on concocte depuis l'Occident, qu'on vient nous plaquer ici. Alors qu'à un moment donné, nous-mêmes, nous avons tapé du poing sur la table pour dire non, associez-nous. Désormais, il faut une approche participative. Et puis les tests le prévoient même. Avant qu'on élabore ces genres de projets, ces genres de programmes, il faudrait qu'on associe la base. Et c'est cela, la décentralisation. Si vous estimez que le maire a opposé une résistance, et ce n'est pas lui seul, beaucoup de maires ont voulu que le gouvernement les associe, qu'ils aient un œil sur ce qui se passe. Et c'est pour cela qu'au niveau des dispositions légales, on a prévu même le transfert. Donc moi, je pense que normalement, et gouvernement et les collectivités locales devraient travailler ensemble, mais le gouvernement est resté sur son piédestal à élaborer un programme qu'il voulait imposer à ses mairies. À ses mairies. Or, normalement, ça ne devait pas se faire. Il faut comprendre, M. Bokor, que, d'accord, c'est pour ça que vous dites que les maires ne lisent pas les tests. Ils ne lisent pas les tests, ils ne savent pas vraiment, d'accord, les rôles, les missions qui leur sont donc assignées. Vous savez, un gouvernement, lorsqu'il vient, ne peut pas, avant de concevoir, avant d'élaborer son programme d'action, ne peut pas partir des communes, d'accord, avant de monter au niveau du pays. On part d'abord d'une politique générale qu'on décline maintenant en action au niveau de la commune. Mais en tenant compte de l'existant. Il y a un diagnostic qui a été déjà fait. Il y a un diagnostic qui a été déjà fait pour connaître les problèmes généraux du pays, d'accord? Et c'est à base de ce diagnostic maintenant qu'on élabore, qu'on définit une politique générale. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas d'accord parce que le projet de société, ce n'est pas ça. C'est ce qui est recommandé en réalité. C'est ce qui se fait. Le projet de société du candidat Patrice Talon n'est pas son programme d'action et normalement doit être différent des différents projets à élaborer. Donc moi je pense que normalement ça ne devait pas se faire sans tenir compte des réalités. Non, il y a eu une diagnostic des communes. L'autre chose, pourquoi le pouvoir veut-il contrôler ces chefs-lieux? Moi je pense que c'est dans l'ordre normal des choses qu'un pouvoir veuille avoir son œil au niveau de ces communes ou carrément à la base. Je suis tout à fait d'accord parce que, bon, qui contrôle peut-être la base. Oui, mais ne nomme-t-il pas déjà des préfets dans ces départements? Absolument, j'en viens. Mais là où on pourrait peut-être condamner en griffe l'actuel régime est que le chef de l'État, quand il est venu, apparemment, il a perdu de vue la façon dont il est venu au pouvoir. Lorsque vous êtes venu au pouvoir sans grand soutien, mais pourquoi voulez-vous, normalement aujourd'hui, des soutiens? Pourquoi on veut que des gens portent le programme d'action du gouvernement alors qu'ils pouvaient même faire sans cela, quitte à ce qu'eux-mêmes rejoignent la BAC après? Parce que le chef de l'État, normalement, pouvait surfer sur ces 65% obtenus à la présidentielle, n'eût été les opérations de déguerpissement et autres. Si le chef de l'État voulait, moi je pense qu'il pouvait dérouler tranquillement son programme d'action.
Maintenant, pourquoi? Non, ça ne peut pas se passer aussi facilement ça, que vous le pensez. Ça pouvait se passer. On laisse l'aspect technique pour aborder l'aspect politique. Ah non, ça pouvait se passer si on associait juste les municipalités, les communes. Mais voilà. Si ces municipalités, ces communes qui ont à leur tête des maires ne parlent pas le même langage que le président, ce n'est pas possible. Nous sommes maintenant dans le domaine politique et je vous dis que le gouvernement n'a pas tort de vouloir contrôler ces communes parce qu'il y a des échéances électorales aussi qui s'annoncent. Et le problème des élections, c'est quoi? C'est une question de manne financière. Mais bien sûr. Et les mannes financières s'obtiennent au niveau des marchés publics qu'on passe. D'où il fallait taper du poing sur la table pour demander à Insmer, attention, tel que tu le faisais, stop, ne fais plus ça comme ça. Non, non, pas forcément. Non, mais en fait, pas forcément. Alors, dans ma tête, nous allons évoluer dans ce débat. Nous allons aborder un second sujet dans cette émission. Le président béninois Patrice Talon qui a annoncé différents chantiers de développement. C'était lors de son discours à la nation à l'occasion de la fête nationale le 1er août dernier. Des projets qui serait sur le point de voir le jour selon le chef de l'État. L'exécution du programme d'action du gouvernement, Félicien Fayon, va-t-il enfin atteindre sa vitesse de croisière à travers ces annonces qui ont été faites? Je pense que l'exécution du programme d'action du gouvernement a commencé déjà à suivre donc les ministres et tous les cadres qui interviennent sur le terrain. Ça a commencé déjà, mais d'une manière silencieuse. Je dis silencieuse parce que ça se passe sans bruit et sans tapage. Moi-même, je découvre parfois certaines choses, le lancement de certaines infrastructures, sans donc la presse, et sans communication. Et c'est après qu'on nous dit que c'est le péage qui a démarré comme ça. Je trouve que c'est quand même bien. Et le chef de l'État, à travers donc son discours, est revenu sur ces grands projets-là. Pas pour annoncer leur démarrage, mais c'est pour rassurer le peuple béninois que tout ce qu'il avait prévu, sinon tout ce qu'il a prévu dans le PAG va se faire, même si ce n'est pas dans les délais requis, mais il les a rassurés que ça va se faire. Et il y en a qui sont déjà en cours dans le pays, et même jusqu'en fin de semaine derrière, il y a des lancements qui se font encore, mais tout ça se passe sans tapage. Moi, je continue donc de croire au succès de la mise en œuvre de ce PAG, parce que quand on va le faire, tous les Béninois vont en bénéficier, y compris nous-mêmes qui intervenons ici, parce que nous sommes des Béninois, nous allons en bénéficier. Et donc, si moi j'ai un appel à lancer, c'est que nous puissions accompagner le chef de l'État sur ce plan, le gouvernement sur ce plan, laissant de côté donc toutes les questions politiques, parce que si ça réussit, c'est nous tous qui allons en bénéficier. Monsieur Yahi Boni est parti aujourd'hui, n'est plus au pouvoir, mais les Béninois circulent sur les routes qu'il a eu à construire, même si les opposants à l'époque le critiquaient. Les opposants empruntent ces routes, les opposants empruntent ces échangeurs, ils empruntent ces passerelles, ces passages supérieurs, ainsi de suite. Et donc, il faut quand même que nous puissions laisser toute appréciation, toute considération politique de côté pour voir d'un œil positif le PAG et sa mise en œuvre menace. Lorsque ça ne va pas, il faut aussi qu'on tire, on attire l'attention du chef de l'État et de son gouvernement sur ce qui ne va pas pour l'aider donc à évoluer. Alors, Jacques Bokor, le chef de l'État, a déclaré exactement ceci, je cite, « Au cours de ces derniers mois, mon gouvernement a finalisé la conception de plusieurs chantiers de développement avec des modèles économiques et financiers désormais fiables. Ces projets dont la viabilité et la pérennité sont assurées sont sur le point de voir le jour dans le cadre d'un aménagement équilibré du territoire national. » Fin de citation. Telle était l'annonce faite par le chef de l'État le 1er août dernier. Oui, un aménagement équilibré du territoire, je pense que oui, parce qu'on voit quand même que tous les départements pratiquement aujourd'hui bougent, même si, et ça, ils l'ont reconnu, le gouvernement l'a reconnu dans le programme d'action dont vous parlez. On a dit qu'il y a des anciens projets, on en a jusqu'à 45 comme ça, je pense. En tout cas, il y a des anciens projets, c'est ça que nous sommes en train de lancer maintenant. L'État étant une continuité, moi je crois à ça, on ne peut que dire bravo. Et puisque ça a démarré maintenant, il faut un bon suivi. Mais je voudrais dire à Félicien que ça n'a pas démarré en silence. Ça a démarré à grande pompe, Félicien. Il y a toute une communication derrière. Vous n'avez pas suivi le lancement de la route, ou sinon des différentes routes au niveau de Porto Novo. C'est avec grande pompe.
on a quand même d'autres chantiers qu'on peut citer ici. Il faut quand même faire l'effort de comparer cette communication-là à celle qui se faisait par le passé. La seule différence... c'est les hélicoptères qui sont mobilisés. Je suis d'accord avec vous. La seule différence ici, c'est la présence du chef de l'État. Sinon, on conçoit maintenant des bâches. Il y a la sonorisation, il y a des bonnes dames qui sont là. On ne l'a pas fait quand on a lancé la réhabilitation du pont de Porto-Novo. Il y a des bonnes dames qui sont là. Quand on a lancé la réhabilitation et l'assainissement de Rouého et jusqu'à Fidrosé, qui est en cours maintenant, il n'y a pas eu de lancement. Nous allons sur... Lorsqu'on a lancé la construction en 2x2, voire x2 encore, d'accord, de la voie à Ganhi jusqu'au palais de la Marina, en 4 voies maintenant. Je pense qu'il n'y a pas eu une cérémonie officielle de lancement, mais les travaux sont en cours. Donc moi, je pense que... Vous avez suivi quand même. Moi, je pense qu'il faut saluer les gens pour le fait qu'ils ne communiquent pas autour de ça. Et vous avez reconnu quelque chose maintenant, je suis très content. Vous avez reconnu le fait que ce soit équilibré au niveau du territoire national, au niveau des départements. Oui, ce n'est pas comme par le passé où une délégation de rois, une délégation de députés allait voir le chef d'État pour dire on n'a pas de route chez nous. Et le chef d'État dit bon, ça y est, allez leur faire une route. Et non, on a fait une étude, d'accord, est-ce que vous savez élaborer pour concevoir des projets à mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire sans tenir compte de l'appartenance politique du chef de l'État, de son entourage. Je ne suis pas d'accord avec vous sur cet aspect parce que pour la révision de la Constitution, et là, les écrits existent encore, des députés ont dit, moi je veux soutenir la révision, je veux voter oui parce que le chef de l'État a adhéré, a dit, considéré que cette voie-là est déjà chose faite. C'est pour ça que moi, je veux donner mon OK ou mon oui à la révision de la Constitution. C'est l'appréciation des députés. Mais non. C'est eux qui le voient ainsi. Mais le chef d'État, en concevoir son PAG, n'a pas tablé sur ça. Il n'a pas négocié, il n'a pas fait des négociations. Je ne serai pas d'accord avec vous. Est-ce que vous avez suivi un peu le lancement officiel sinon la relance des microcrédits aux plus pauvres, que ce soit dans l'OME ou dans le Borgou, c'est-à-dire à Parakou, et où, quand on est revenu de ces lancements, on est passé de 1,2 milliard à 3 milliards rapidement. Ce qui est une bonne action. Ce sont des opérations, des opérations de charme. Et il faut le faire savoir aux populations qui sont désespérées. Je pense que des gens qui étaient déjà heureux, qui avaient peur, qui savaient plus à quel se vouer. Il faut les rassurer de ce que désormais on passe de 1 milliard à 3 milliards. Mais est-ce que j'ai mon temps de parole? Non. En fait, c'est déjà heureux que cela ait démarré. Nous l'avons tellement demandé, puisque le pays, pendant 1 an, était dans une certaine léthargie et on ne voyait rien bouger. Maintenant que ça a démarré, moi je pense que c'est bien. Et c'est pourquoi j'ai dit, moi je crois fermement que l'État est une continuité. On a dit qu'on a arrêté un temps pour arrondir certains angles, pour ajuster certains angles. Maintenant que c'est chose faite, et il faut le souligner, ce sont des anciens projets qu'on est en train de relancer. Donc, quand on parle d'équilibre au niveau des départements, alors que ça ne se faisait pas, non, ce sont des projets qui ont été laissés par l'ancien régime qu'on est en train de lancer. Et forcément, ce régime aussi laissera absolument, vivement qu'on aille très vite pour qu'on voit, par exemple, vous voyez, la route des pêches, c'est un ancien projet, mais le gouvernement actuel est venu booster ça. C'est une bonne chose. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le développement de notre pays, passer d'un point A à un point B positif. Voilà. Les Béninois, vous aurez compris. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Félicien Fayon, responsable en charge des enquêtes et des dossiers à la rédaction du quotidien béninois d'information et d'analyse, Le Matinal. Jacques Bocor, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse, Matin Libre. Merci d'être passé avec vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Sika.